Tu sais, quand tu passes au moins 15 minutes à chercher tes décorations d'automne, puis que tu réalises qu'en fait, tu les as juste pas enlevées l'année dernière. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, qui est ma vraie première vidéo de l'automne 2025. C'est un challenge qui en est à sa 7e année. C'est Guimauze du Terrier de Guimauze qui l'anime et qui crée toutes sortes d'atmosphères et de catégories et de visuels. C'est toujours très songé, toujours bourré de références. Et je vais vous mettre dans la barre d'infos sa vidéo de présentation qui va vous expliquer un peu les détails. Ce que vous avez à savoir, c'est que l'automne chez Guimauze, ça commence le 1er septembre et ça finit à la fin novembre. Donc, 3 mois pour lire des livres qui se retrouvent dans 3 tableaux principaux, 3 ambiances, 3 moods quand même assez particuliers. Et dans chaque tableau, il y a 4 sous-catégories. Comme vous le savez, ma passion dans la vie, c'est de faire des piles et de pas les respecter. C'est de faire des piles beaucoup trop grandes aussi, je sais. Cette année, pour me donner une petite chance, j'ai mis 2 ou des fois 3 livres par catégorie pour que je puisse changer au gré de mes envies. Puis checkez bien ça, là, je vais trouver le moyen de lire d'autres livres qui vont rentrer dans les catégories, mais pas ceux-là. Ma vie, my life. Si ça vous tente de jouer le jeu, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, dans les choix que je me propose à moi-même, qu'est-ce que vous choisiriez et pourquoi. Vous savez ce que j'aime, c'est jaser de livres, donc go for it! D'ailleurs, j'en profite pour le dire tout de suite pendant qu'il y a encore des gens qui écoutent, un like, un abonnement, ça coûte rien, ça fait extrêmement plaisir. Donc, allons-y, allons voir comment j'ai réussi à faire entrer tout ce que je voulais lire dans les catégories. Parce que oui, comme d'habitude, encore une fois, j'ai fait entrer des objets ronds dans un trou carré ou l'inverse. C'est ma spécialité. Le thème général pour cette année, c'était l'auberge des histoires extraordinaires. J'aime beaucoup l'idée de l'auberge comme lieu de rassemblement, comme lieu de socialisation et d'échange. Pourquoi pas au sujet des livres, parce que oui, je parle tout le temps de livres, et de tableaux Excel, et de linguistique. J'ai presque des intérêts restreints. Le premier tableau, c'est le plus sombre, il s'appelle Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie s'appelle Monster Mash, en référence à la chanson. Les mots-clés, ça se peut que je les ai ici, c'était donc Halloween, créature, comédie, danse et classique. Dans mon cas, dès que j'ai lu le titre L'auberge des histoires extraordinaires, j'ai pensé à Edgar Allan Poe avec ses histoires extraordinaires et ses nouvelles histoires extraordinaires que j'ai déjà lues. Je les ai ici d'ailleurs. J'ai un des 2 livres, l'autre, je sais plus où il est. J'ai perdu des livres dans mon histoire de maison. Je les ai lus adolescente, je vais me faire un plaisir de les relire à cause du nom du challenge. Et en plus de ça, il y a le mot classique, ça rentre dedans. Et même si je me rappelle plus, ça se pourrait qu'il y ait des créatures dans tout ça. Je suis pas sûre qu'il y a des créatures qui dansent tout en jouant la comédie par contre. Non, peut-être pas, mais quand même, ça fit. On reste avec les créatures, l'ambiance Halloween et le classique. Je suis dans ma relecture de Terry Pratchett, rendue au tome des Weird Sisters. C'est un tome que j'adore, c'est les sorcières. Pardon, les sorcières. Et là-dedans, il y a Mémé Ciré du temps. Il a fallu que j'aille vérifier parce que je l'ai en anglais, fait que je sais pas trop les noms en français. Granny Weatherwax. C'est le 2e tome de la série des sorcières. J'adore les sorcières. Il y a plein de références à Shakespeare là-dedans. Et c'est Pratchett et c'est hilarant. Donc, comédie, ça fonctionne parfaitement. Puis des sorcières, ça fait Halloween. Ensuite, pour le dernier choix de cette sous-catégorie, j'ai utilisé le mot-clé « créature ». Je sais, je l'ai acheté avec Elise de A Book and a Cup il y a un petit bout. Je ne l'ai pas encore lu, c'est Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon. Il y a toute une série. C'est des romans érotiques avec des créatures. Généralement, les dites créatures ont des anatomies très intéressantes pour faire la danse de la séduction. Ça promet d'être drôle, ça. C'est tellement pas pour moi, votez pas pour ça! C'est tellement pas pour moi. Deuxième sous-catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter? D'après ce que Guimauze disait, c'était en référence à un manga. Ce manga s'appelle Le bateau de Thésée. J'en ai un tome quelque part. J'aurais pu mettre ça, ça aurait été brillant. Mais j'en ai juste un tome, puis je préfère lire les mangas 2 tomes par 2 tomes. Oui, psychorigide, je sais. Mais bon, peut-être. Mais il fait pas vraiment partie de la liste. Les mots-clés, ce sont donc enquête, thriller, suspense, philosophie, manga, identité et paradoxe. Moi, j'ai vu paradoxe. Je me suis dit, c'est l'occasion idéale pour sortir ce roman-là, qui s'appelle Paradox Hotel. C'est de Rob Hart. Donc, paradoxe, clairement. Là-dedans, il serait question de voyage dans le temps. Et ça, ben, veut pas voyager dans le temps, ça implique des discussions et des pensées philosophiques. C'est pas le choix.
ça soulève des questions sur l'identité des personnes qui se promènent d'une époque à l'autre. Ça rentre dedans, là. C'est vraiment drette là. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Écoutez. Là-dedans, il y a un cadavre qu'une seule personne peut voir. Des fois, il est là, des fois, il est pas là. C'est full philosophique, ça. Et soudainement, il arrive des accidents. Et là, il va falloir mener une enquête. Et là, ça va être stressant. Presque un thriller. Écoutez, c'est le livre parfait pour cette catégorie-là. Si on continue, un roman qui va parfaitement avec le titre de la catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter? Et en plus de ça, on va aller chercher enquête, suspense, thriller. J'ai donc My Heart is a Chainsaw de Stephen Graham Jones. On est donc avec une jeune fille qui est fan de films d'horreur de type slashers et c'est une encyclopédie là-dessus. Imaginez-vous que soudainement, il semble en avoir un dans sa ville. Qui est mieux placé qu'elle pour mener l'enquête? C'est sûr qu'il y a du suspense là-dedans et ça dit à un moment donné « Who's wearing the mask? » Donc, l'identité de la personne derrière le masque. J'ai peur, par exemple. Moi, les films d'horreur, les films de slashers, je suis pas capable de les écouter. J'aime pas ça faire des sauts. Je les écoute pas. Ou alors, je les écoute cachés en arrière du divan avec les mains sur les yeux et idéalement les mains sur les oreilles. Ça fait beaucoup de mains. Oui, je sais. Trop de mains. Mais bon, un livre, je vais peut-être survivre. Troisième catégorie, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. On y va avec les mots-clés. Deuil, fatalité, esprit, fragment, roman français, secret, combat et peintresse. Je ne savais pas que c'était un mot. Je pensais que peintre était épicène, en fait. Mais ce n'est pas l'endroit pour avoir la réflexion. C'est une référence qui est tirée d'un jeu vidéo que je ne connaissais pas parce qu'il s'appelle le Clair-Obscur et que je ne joue pas à des jeux vidéo à part à Pokémon. Mais pour cette catégorie-là, j'ai quand même trouvé des choses. Il pèse un âne mort. J'ai de John Irving, Les fantômes de l'hôtel Jérôme. Il faut savoir que j'ai vraiment beaucoup aimé plusieurs romans de cet auteur-là, donc c'est clair que j'ai envie de lire celui-là. Esprit fantôme. Il y a probablement des peintres et des peintresses qui ont peint les murs de l'hôtel parce que ça m'étonnerait que ce soit sur le Gyproc. Et si on regarde de quoi ça parle, on a une championne de ski. Oh, ça fait pas très automnal par contre, mais ça dure sur des décennies, donc elle doit pas skier tout le temps. Elle a un fils, Adam, et il se retrouve à l'hôtel Jérôme à Aspen pour élucider des secrets de famille. Donc, secrets, on est carrément là-dedans. Souvent, avec John Irving, il y a beaucoup de personnages assez truculents, ma foi. Et ici, en plus de ça, je vois qu'il y a une réécriture de Moby Dick. Je suis curieuse. Hey, il est lourd! Sérieux, là, si je veux le lire, je vais être obligée de m'acheter le e-book, je vais pas être capable, c'est sûr. C'est la tendinite du pouce assurée. Toujours dans la même catégorie, j'ai Graveyard Shift de M.L. Rio. C'est la personne qui avait écrit If We Were Villains, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Adoré, en fait, je peux le dire, adoré. Il était question de Shakespeare et de théâtre, donc ça me plaît. Ici, c'est une toute petite novella. On est dans le cimetière d'un collège. C'est un vieux cimetière. Tu sais, j'imagine comme à Highgate, là, ça. Oh! La nuit, il y a 5 personnes dans ce cimetière-là qui sont là pour des raisons différentes. Et un jour, en fait non, une nuit, ils vont réaliser qu'il y a un trou qui a été créé. Qui a creusé cette tombe-là? Il ne devrait pas avoir de nouvelles tombes dans ce cimetière-là. J'imagine que l'atmosphère est de folie. Puis c'est sûr que dans un vieux cimetière, il y a des fantômes. C'est clair. En plus, dans un cimetière, il y a clairement des gens en deuil qui sont allés là à un moment donné. Deuil. Et je suis pas mal certaine que les gens qui sont enterrés avaient des secrets et que souvent leur mort a été due à la fatalité. CQFD. Dernière sous-catégorie de ce tableau, ça s'appelle Les songes maudits de Carmilla, comme dans la nouvelle de Sheridan Le Fanu, que j'ai beaucoup aimé, soit dit en passant. Donc là-dedans, on parle de vampires, de manoirs, de nuit, de surnaturel, de gothique, d'horreur ou de nouvelles. C'est large, c'est large. J'aurais vraiment aimé avoir un truc de vampire. Est-ce que le dernier V.I. Schwab, il n'y a pas des vampires là-dedans? Je l'ai reçu, il est quelque part, mais je sais plus ce qu'il est. Ouais, il me semble qu'il y a des vampires. Attendez, je check. Bon, je lis le résumé, je ne suis pas certaine, mais dans les mots-clés, il y a vampire, donc j'imagine que oui, ça pourrait faire. Connaissant l'autrice, c'est clair qu'il risque d'avoir un peu de surnaturel, et en plus de ça, Midnight Soil, nuit. Ça fait, hey, ça fait. Je pense que je deviens vraiment bonne pour improviser ce genre de raisonnement capillotracté. J'avais aussi pensé à un roman d'une autrice dont j'ai plusieurs livres et que je n'ai jamais lu, sinon c'est pas drôle. Je parle de Hélène Oyeyemi et celui-là qui me tentait pour cette catégorie-là, c'était White is for Witching et ça a été traduit en français par Le blanc va aux sorcières.
Je l'avais spoté pour son atmosphère gothique parce qu'on parle de manoir familial habité par plusieurs générations de femmes. Il y a une grande absente, Lily, et tout le monde essaie de vivre autour de ce vide-là. Il y a particulièrement une femme, Miranda, qui semble plus en connexion avec les fantômes qu'avec les gens autour d'elle, et elle mange de la craie. Bref, c'est gothique, c'est un roman choral, donc on va avoir des fragments d'histoire vus par plusieurs yeux différents. Voir quelqu'un sombrer et s'éloigner de nous sans rien pouvoir y faire, c'est carrément de l'horreur. Et s'il y a des fantômes, il y a du surnaturel, donc c'est parfait aussi. Dans un autre registre, mais qui pourrait entrer dans cette catégorie, j'ai ici Come Tumbling Down de Shannon McGuire, qui est le 5e tome de la série des Wayward Children. On peut considérer que l'école d'Eleanor West est un manoir presque un peu gothique. Et en plus de ça, là-dedans, on retrouve Jack de Jack and Jill, et c'est quand même assez gothique aussi leur monde. Donc, je trouve que ça donnait très très bien que ce soit ces personnages-là. Il y a du surnaturel, on se promène dans des mondes imaginaires, donc ça va. Mais c'est pas la même vibe par contre. Puis en plus de ça, c'est très très court, c'est presque des nouvelles. Presque, novella nouvelle. Faut pas chipoter. Dernier roman qui joue encore la carte du gothique. J'adore les trucs gothiques. Je sais pas si ça paraît. A House with Good Bones de T. Kingfisher. Celui-là, par contre, je suis pas certaine qu'il soit traduit, puis je l'ai 2 fois. Ça, là, ça veut dire que j'ai trop de livres. Là-dedans, on a une jeune femme qui revient dans sa maison d'enfance, parce que son frère lui a dit « Maman a l'air étrange ». Donc, elle s'imagine passer un super beau séjour, mais... Sa mère, en effet, elle est étrange. Il n'y a plus aucune chaleur dans cette maison-là. Et surtout, sa maman, elle semble complètement terrifiée. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Si elle est terrifiée, c'est qu'il doit y avoir des trucs un peu horribles. Puis en plus, il va trouver des dents. C'est bizarre. Moi, je dis qu'il y a du surnaturel derrière tout ça. Bref, roman gothique, ça marche. On continue avec le 2e tableau qui est plus cosy, qui est plus douillet. Il s'agit de Automne extraordinaire. Et la première catégorie, c'est La Bonne Auberge de La Pierre Levée, une référence à Patrick Rothfuss qui n'a toujours pas fini sa série. J'avoue que je désespère un petit peu. Donc là-dedans, comme mots-clés, on parle de fantasy, de quête, de médiéval, de jeux de rôle, de livres dont vous êtes le héros, mais également de voyageurs et de musique. Là, j'ai fouillé dans ma pile, je n'ai rien en fantaisie médiévale que j'ai envie de lire présentement. Par contre, il y avait un mot auquel je pouvais m'accrocher, c'était voyageur. Donc vous allez voir, j'ai misé 100% là-dessus. Le premier, c'est The Cautious Traveler's Guide to the Wastelands de Sarah Brooks. C'est de la fantaisie parce que les Wastelands, clairement, c'est un monde qui n'est pas le nôtre. Mais quand même, il y a le transsibérien. Fait quoi, c'est peut-être plus du fantastique. En tout cas, whatever. On n'est pas à une triche près. Dans les fameux Wastelands, il y a des créatures horribles. C'est très très dangereux. Et le dernier voyage du fameux transsibérien, ça n'a pas bien été. On a un personnage principal qui a passé toute sa vie à bord de ce train-là. Et pour le voyage suivant, quand tous les voyageurs montent à bord, il y a quand même des inquiétudes parce qu'il y a une étrange femme qui semble avoir des liens avec le Wasteland. Est-ce qu'il y a encore du danger? Est-ce qu'ils peuvent se faire confiance? Donc voilà. Ça me tentait à cause du train du transsibérien qui m'a fait penser à l'Orient Express, qui m'a fait penser à Agatha Christie. Et je pense que Kayla de Books and Lala l'a beaucoup aimé. S'il a été traduit, je vais vous mettre ça ici, mais je sais pas. Il est sorti l'année passée, je suis pas sûre. Eh bien oui, il est traduit. Puis en plus de ça, il est sorti en juin 2024 en anglais, puis en mai 2024 en français. Il y a un truc que je comprends pas. Ah ben alors, Goodreads Emily. En tout cas, le titre en français, c'est Comment voyager dans les terres oubliées. Ensuite, toujours avec le mot-clé voyageur, on y va dans un autre registre avec le dernier roman de Elif Shafak, There Are Rivers in the Sky. Et lui, je crois qu'il sort pour la rentrée littéraire. Je vais vous mettre le titre et la couverture ici. C'est une autrice que j'aime énormément. Je pense que j'ai tout apprécié ce que j'ai lu d'elle. Et ici, on va partir de l'épopée de Gilgamesh et on va avoir 3 personnages différents. Un qui est à Londres à l'époque victorienne et qui, à cause de ce livre-là, va devoir voyager à travers les mers, donc voyage. Il y a également 2 autres personnages, un en Turquie et un à Londres dans les années 2010 qui vont devoir aussi voyager, soit des vrais voyages ou des voyages intérieurs, qui sont des vrais voyages aussi d'ailleurs. Mais on dit que ça traverse les siècles et les continents. Moi, je dis que ça, c'est du voyage. Par contre, je vois pas vraiment d'autres mots-clés. Gilgamesh, c'est écrit quand? Avant le Moyen-Âge. Je pense que ça date d'avant le Moyen-Âge.
On poursuit avec Chaudron, Foudre et Clair de Lune. Et là-dedans, il était question de fantastique, de sorcière, de magie, de potions, d'inclusion, d'herboristerie. Bon, pour cette catégorie-là, ça va être vraiment clair que ça va être le nouveau roman de Sango Mandana. Tu sais, checkez le titre, c'est limite une blague à quel point ça fit. Il s'appelle donc Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. C'est l'auberge, c'est le thème général des sorcières, de la magie. Si je me fie au premier roman de l'autrice que j'avais beaucoup aimé, Les sorcières extraordinaires, il y a un début avant tout ça, les sociétés secrètes, très secrètes des sorcières extraordinaires, ça ressemble à ça. Ça risque d'être assez doux, assez quasi, il va sûrement avoir de l'amour, peu importe la sorte, le type. Ce serait plus beau de dire le type, hein? Et je sais pas si vous avez vu la couverture, mais elle est rose. Que demande le peuple? Mon autre choix pour cette sous-catégorie a également une couverture rose. Je pense que ça fait au moins 10 fois que je dis que je vais lire ce roman-là, je ne l'ai pas encore lu. Donc c'est The Astonishing Color of After de Emily Exar Penn. C'est du réalisme magique. C'est l'histoire d'une jeune fille dont la mère s'est suicidée et elle est persuadée qu'elle s'est transformée en oiseau. C'est pour se transformer en oiseau, il faut clairement être une sorcière. Puis réalisme magique, magie. Elle va donc voyager à Taïwan sur les traces de la famille de sa mère. Clairement, on peut utiliser le mot-clé famille. J'ai-tu dit famille tantôt? Je sais pas. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc, je lis ici famille, histoire, art, bravoure et amour. Parfait. Prochaine sous-catégorie, le cercle de la comté, qui est une référence à la fois à Tolkien et à la petite série du Dragonté que j'ai quelque part. Je pourrais peut-être la lire. J'ai un tome. Je pourrais peut-être lire un tome. Ouais, peut-être. Donc, pour ça, on avait les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, empathie, diversité et vivre ensemble. Est-ce que c'est vraiment ma tasse de thé? Pas tant. J'ai eu un petit peu de misère avec celui-là, je vous avoue. Je me suis dit que je pourrais placer le 3e tome de Emily Wilde parce que, il me semble que ça fit dans le mood. C'est très cosy, c'est de l'amour interespèce, donc diversité. Et clairement, les 2 personnages principaux doivent apprendre à vivre ensemble. Une autre option, ça aurait été de me trouver un roman japonais qui parle de bouffe, mais j'en ai pas trouvé pour le challenge de Eva Lisons l'Asie. Je ne crois pas que je vais en trouver un ici. Par contre, en regardant dans mes dos de livres, regardez bien ça, comté, c'est écrit comté avec le mot T, à cause des dragontés. Ici, là, j'ai vu une théière. J'ai pas regardé c'était quoi encore. Mais j'ai vu une théière, donc ça va être ça. Donc, la surprise, c'est donc The Teller of Small Fortunes de Julie Long. Et il y a plein de théières, encore une fois, donc on va y aller avec le mot-clé T. On va voir pour le reste. De quoi ça parle? Si on regarde, là, ça crie la joie de vivre, ça. On a donc une diseuse de bonne aventure qui a une vie difficile. Ok, on n'est pas encore là-dedans, on va voir. Ah, attendez, checkez bien ça. Sa vie va s'améliorer quand elle va rencontrer un voleur à la retraite, un pâtissier et un chat magique. Non, mais c'est parfait. Est-ce que j'ai le goût de le lire? Je le sais pas, mais ça marche, non? Un pâtissier ou une pâtissière baker, que c'est écrit, ça va sûrement nous préparer des gourmandises. Et un chat magique, c'est la fête, non? Dernière sous-catégorie de ce tableau, latte, une version sophistiquée et crémeuse en l'honneur d'un roman de cozy fantasy qui a vraiment fait exploser le genre, c'est-à-dire Legends and Lattes. Moi, j'ai lu le premier, je l'ai bien aimé et j'ai la préquelle que je vais lire pour cette catégorie-là. Vraiment. Les mots-clés. En fait, les mots-clés n'ont aucun rapport, mais ça a quand même un lien. On a un ouvrage avec une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome. Il est où? Il était là? Il a toujours été là. Il est rendu où? Ah, écoutez, je pense qu'il y a toutes les couleurs, sauf du brun et du beige. Ok, ouais, c'est... Par contre, si on regarde là, à l'intérieur, quand même, il y a un peu de brun ici, dans le chat. Ah, c'est pas un chat, c'est une souris. Un rat. En tout cas, un animal. Pas une réussite. C'est pas une réussite. On va donc retrouver notre personnage de Viv. C'est avant les événements de Legends and Lattes. Et j'imagine qu'entre 2 missions, elle va se retrouver dans une librairie. Et si je regarde, là, je pense qu'il est question d'un gnome. Ouais. Mais bon, juste pour l'inspiration du thème, on va dire que ça fonctionne. Par contre, si on pense à un latte bien foncé avec beaucoup de cannelle et beaucoup de cardamome, je vais faire entrer ici
Passage, c'est de Alex Landragin, c'est traduit de l'anglais. J'ai aucune idée comment ça se prononce. C'est publié chez Alto, ici au Québec. Il est très très beau le livre et c'est une maison d'édition à laquelle je me fie. Et quand ils m'ont présenté ce roman-là, ils ont parlé de réalisme magique, d'un truc très très étrange et ça c'est quelque chose qui me parle, comme vous le savez. On sort de la librairie pour s'en aller chez le relieur. On est chez un relieur parisien qui se voit confier un manuscrit et ce qu'on lui demande c'est de le relier sans jamais lire son contenu. Sauf que là, le commanditaire va être trouvé décédé. Cette phrase-là était bizarre, hein? C'est pas grave. Et le relieur va rompre sa promesse et le publier. Ça nous dit qu'on va passer du Paris de l'occupation à celui des poètes maudits, en passant par Bruxelles et la Polynésie, en croisant Baudelaire, Walter Benjamin et Coco Chanel, roman baroque ingénieux, cette vie habitée par deux âmes. Casse-tête littéraire, odyssée, historique, j'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je veux le lire. Puis il a l'air rouge à la caméra, mais il est brun. Il est brun. Dernier tableau, automne éclatant. Et la première sous-catégorie s'appelle « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort ». On devine que ça va parler de féminisme. Donc ici, les mots-clés, ce sont mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. J'ai hésité avec des réécritures de mythologie, mais il me semble que je suis pas là-dedans présentement. Donc, j'ai choisi de Carmen Maria Machado, Her Body and Other Parties. De cette autrice-là, j'ai lu en début d'année ou en fin d'année dernière In the Dream House, dans la maison rêvée, qui était un essai sur la violence, particulièrement dans les couples lesbiens. Ici, ça parle de l'exploitation du corps de la femme. On dit que c'est à la fois drôle et sérieux, on dit que c'est sexy, queer, et en ayant un peu lu sur l'autrice, j'imagine que c'est engagé et revendicateur, donc ça me tente. L'autre choix que j'ai pour cette catégorie-là, c'est Bright Young Women. C'est de Jessica quelque chose. J'ai pas apporté le livre parce que je suis pas capable d'y toucher. La texture, là, je trouve ça tellement dur, donc je l'ai pas apporté jusqu'ici, mais je vais vous mettre la couverture en anglais ou en français, je sais plus. Ça parle d'un tueur en série, mais en s'éloignant de la perspective du tueur, parce que c'est souvent sa figure à lui qui fascine. Et ce qui est indiqué, c'est que dans cet essai-là, on essaie de se concentrer sur les victimes pour qu'elles puissent avoir leur histoire, qu'elles puissent réclamer leur histoire. C'est une mauvaise traduction de l'anglais au français que je viens de faire là. Pourquoi pas? Il va falloir que je le couvre parce que je suis pas capable d'y toucher. On continue avec Ma meilleure ennemie. Et là-dedans, il s'agit de dualité, de hiérarchie, de sacrifice, de steampunk. J'en ai pas de steampunk, c'est dommage, ça m'aurait tenté. D'inégalité, de résistance, de enemies to lovers et de rebelle rébellion. Pour ça, j'hésite entre deux romans de Heather O'Neill et je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça peut fitter dans cette catégorie-là. Donc, le premier, c'est When We Lost Our Heads. Je pense que j'ai pas bien prononcé ce mot-là. En tout cas, la traduction française est chez nous, chez Alto, et c'est Perdre la tête. C'est donc l'histoire d'une riche héritière montréalaise qui s'appelle, je vous le donne en mille, Marie-Antoine. Elle a tout ce qu'elle veut, sauf qu'elle n'a pas d'amis, jusqu'à ce que Sadie, une jeune femme, arrive. Et je crois qu'on va plonger au cœur d'une relation assez malsaine, d'amour, de haine, avec voire même de la violence. J'ai l'impression que nos deux personnages viennent de milieux sociaux assez différents parce qu'on parle ici de la Factory Life et des riches montréalais. Donc, inégalité, on est là-dedans. Et cette autrice-là, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, mais là, je réalise que je l'ai toujours lu en traduction. Et il me semble que la traductrice, c'est Dominique Fortier. En fait, c'est peut-être la plume de Dominique Fortier que j'aime, donc je vais le lire en anglais, puis si j'aime pas ça, je vais switcher en français. Parce que ça, c'est pas mal sûr que j'aime au moins la plume. Je manque de souffle, et de batterie, et de carte mémoire. Tout va bien. Le deuxième choix de cette autrice, c'est The Capital of Dreams. Ça a l'air vraiment très très étrange. Souvent avec Heather O'Neill, on est à Montréal, mais ici on est dans un petit royaume oublié. Et on a un personnage principal, Sophia, qui semble avoir de la difficulté à s'entendre avec sa mère, donc dualité, ma meilleure ennemie. Et là, il va avoir une invasion et sa mère va lui confier l'œuvre de sa vie puis elle va devoir se débrouiller avec ça. Elle se retrouve donc prise dans la forêt. Je suis certaine qu'elle va rencontrer des rebelles. C'est sûr. Guerre, tu sais. Puis d'une guerre, il y a plein de gens qui font le sacrifice de leur vie. Pourquoi pas? On continue avec l'avant-dernière sous-catégorie pour nous qui avons besoin de souffler et c'est une référence à la duologie de Becky Chambers avec le moine et le robot. Les mots-clés, c'était nature, écologie, thé, conscience, espoir, poésie et solarpunk. Bon, moi là, j'ai juste vu robot, ok? Tout ce qui est utopie, là, on dirait que j'y crois pas. J'ai toujours l'impression qu'on oublie l'humainerie des humains. Fait que j'ai de la misère. Par contre,
robots. Hey, checkez ça. Parce que l'inspiration, c'est Becky Chambers et qu'il y a des robots, j'ai ici le premier tome de la série de Martha Wells, Murderbot. C'est pas le même thème, hein? C'est pas le même genre de robot, on va s'entendre. Du moins, j'imagine. Donc, on est en science-fiction et on a des androïdes qui font la sécurité. Sauf que dans ce bon monde capitaliste, ben c'est pas nécessairement la sécurité qui est la priorité, c'est le moins cher. Là-dedans, je suis pas sûre de bien comprendre de quoi il s'agit, mais je pense qu'il y a un des androïdes qui parle de lui-même comme étant Murderbot. Il n'aime pas les humains et ce qu'il veut, lui, c'est se trouver lui-même dans ce monde cruel. Donc, il veut prendre conscience de lui-même. On va dire que ça marche. Puis un robot. Et finalement, l'autre titre, il y a aussi un robot, mais c'est encore plus tiré par les cheveux. J'ai Death of the Author de Nnedi Okorafor. Et là-dedans, en fait, c'est l'histoire d'un auteur, d'une autrice, en fait, qui a toujours écrit des romans qui se vendaient pas nécessairement super bien, jusqu'à ce qu'elle décide d'écrire un truc pour elle-même, et ça s'appelle Rusted Robots. Vous le voyez, le lien? C'est à peu près le seul. Cherchez-en pas d'autres. Elle va donc devenir une star littéraire, se balader de Chicago à Lagos, qui est au Nigeria. Et c'est ça, un roman qui parle d'écriture. J'aime beaucoup. Et il me semble que j'ai déjà lu quelque chose de cette autrice-là et j'avais aimé ça. Puis il est beau le roman. Vous trouvez pas? C'est une bonne raison, hein? Dernière sous-catégorie, elle s'appelle Rester tout le temps avec Brindille. Les mots-clés, c'était amitié, animaux, soins, aventurière, jeunesse, bande dessinée et changement. Là, au début, je me suis dit animaux. Je vais lire un tome de Mémoire de la forêt, mais ça fait pas parce que le seul tome que j'ai, c'est celui de l'hiver, puis je veux le garder pour le Cold Winter, sinon ça serait pas drôle. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose. Et là, ce que j'ai sorti, c'est Rouge de Mona Awad. Attendez un petit peu, attendez, je vous explique. Là-dedans, c'est l'histoire d'une femme qui a toujours eu une relation très très difficile avec sa mère. Elle ne se parlait plus. Sa mère, elle était très belle, très très préoccupée par la beauté et probablement la jeunesse, parce que dans nos mondes, la beauté, c'est la jeunesse, n'est-ce pas? Jeunesse. Après les funérailles, elle reçoit un message cryptique où on lui parle d'un spa qui va transformer sa vie. Changement. Et elle apprend que sa mère y allait très très souvent. Donc ça va traiter de notre relation avec notre propre mortalité, avec la beauté, avec l'image. Je trouve que en tirant un peu, ça peut faire. On est loin des petits animaux qui parlent, hein? Toujours pour cette catégorie, j'ai ici The Lonely Castle in the Mirror qui a été traduit par Le Château solitaire dans le miroir. Et ici, il est question du mot-clé amitié et un peu jeunesse quand même parce que les personnages sont jeunes. En fait, le personnage principal s'appelle Kokoro. Elle a été intimidée à l'école, ça allait plus du tout. Elle s'isole, elle s'enferme dans sa chambre et là, son miroir commence à briller et elle sera attirée dans un nouveau monde par une étrange jeune fille avec un masque de loup. Moi, la couverture que j'avais vue avant de l'avoir, là, c'était une jeune fille avec un masque de loup. Il était rose, le livre. Ils sont donc 6 étudiants, ils sont dans ce château-là, ils essaient d'en découvrir les secrets, mais il y a des règles à ne pas briser, sinon, danger. On dit donc que ça parle de la solitude, de ce cercle vicieux-là qui ne peut être brisé que par l'amitié, mais aussi par l'empathie et le sacrifice. Il aurait pu rentrer dans plein de catégories en fait, mais moi je l'ai pris à cause des raisons dont je vous ai parlé, puis en plus, on avait bande dessinée et il a été adapté en manga, donc en bande dessinée. C'est parfait! Finalement, le dernier roman de cette peut-être pile à lire, c'est Orlando de Virginia Woolf. En fait, là, je voulais le lire. Je veux vraiment lire Orlando et Orlanda de Jacqueline Hartman, qui est en dessous de la pile, là. Mais vraiment, je ne toucherai pas à la pile. Sinon, c'est un malheur. Tu sais, c'est chronique d'une catastrophe annoncée. Pourquoi je l'ai mis en dessous de la pile? C'est une bonne question. Bref, dans Orlando, c'est l'histoire d'un jeune homme. Il habite à l'époque élisabéthaine et un jour, il va se réveiller dans la peau d'une femme en 1928. Donc, changement, transformation, vous voyez le lien. Et avec Orlanda, c'est un peu une réécriture de Orlando, mais à l'âge Jacqueline Hartman. Ma mère l'a lu, elle a beaucoup aimé. En fait, cette fois-là, c'est une femme qui voit un jeune homme qui l'attire énormément. Et ça va devenir un petit peu son double, ça va être un petit peu mêlé. C'est peut-être pas ça, en fait. Je me rappelle plus, fait que je vais récupérer le livre. Oh! Bon, en fait, oui, mais non. On a donc notre jeune femme très très rangée qui, quand elle voit ce beau jeune homme, va avoir une drôle de réaction, c'est-à-dire qu'une part d'elle-même, la partie masculine d'elle-même, va aller rejoindre le corps de ce jeune homme-là qui s'appelle Lucien et cette entité va être baptisée Orlanda, en référence à Virginia Woolf. Encore une fois, changement, transformation et quand même, changer de corps, ça doit être une aventure. Donc, pourquoi pas? Il me semble qu'avant d'arriver là, c'était pas si pire cette année. Il me semble que j'étais dans le thème.
Alors voilà, c'était tout pour cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2025. Là, je vais tout lire en même temps, il faut que j'attende encore quelques jours, ça va être difficile. Puis checkez bien ça, d'ici le 1er septembre, ça me tentera plus, puis je vais vouloir lire d'autres choses. Bienvenue dans ma vie. Ma question maintenant, est-ce que vous participez au challenge? Si oui, qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous avez des choses à me proposer? Est-ce qu'il y a des choses que moi j'ai proposées qui vous tentent? Encore une fois, si vous aviez à choisir, vous, entre les quelques romans que j'ai présélectionnés pour chaque catégorie, vous choisiriez quoi? Et là, j'ai super hâte d'aller voir les vidéos de tout le monde. J'adore ça. Si vous êtes encore là, si vous savez pas quoi dire et que vous souhaitez m'encourager, vous pouvez mettre un petit emoji auberge ou maison ou un bâtiment quelconque, parce que monsieur l'algorithme aime bien quand on reçoit des commentaires. Et sur ce, je n'ai plus de batterie. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!